On va maintenant aborder le sujet de l'indicatrice de Dupin. Il s'agit d'une courbe qui nous permet de comprendre, de mieux comprendre la géométrie d'une surface. Alors, voilà la définition. On imagine d'avoir un point grand O d'une surface courbe donnée et on peut se donner bien sûr un plan tangent à ces points. Donc, c'est le plan orthogonal à la normale à la surface. Il est assez évident de le construire physiquement, si on dispose physiquement de la surface qu'on étudie, ou géométriquement, disons, par dessin. Alors, sur ces plans, en fait, on dessine la courbe qu'on appelle l'indicatrice de Dupin. La courbe est dessinée selon la règle suivante. On part du point O, on se donne une direction une droite quelconque, donc une direction quelconque dans le plan tangent à la surface issue du point O, et on regarde quelle est la distance, donc quel est le rayon de courbure de la surface courbe quand on la coupe sur un plan qui contient cette direction. On pose, enfin, l'indicatrice de Dupin est la courbe obtenue par les points qui disent, qui ont la distance racine de R du point grand O. Donc la distance entre les points P sur l'indicatrice de Dupin et les points grand O est exactement la racine carrée du rayon du cercle osculateur qu'on trouve quand on coupe la surface courbe par le plan qui contient la droite en question. Alors, c'est facile de le voir. Plus facile probablement de le voir graphiquement. Imaginez ici la surface en question qui est un ellipsoïde et un point qu'on a tracé, qu'on a indiqué par un axe orthogonal à la surface et qui est la normale donc au point en question et un plan ici. On va dessiner sur ce plan, qui est le plan tangent à ce point, l'indicatrice de Dupin. La règle est que donc je prends une direction quelconque, par exemple celle-ci, et je trouve dans le plan qui contient la direction normale, je trouve un cercle osculateur à la surface. Ce cercle osculateur, il a un certain rayon. Je porte ici un point dont la distance par rapport à l'origine vaut racine de R. Je tourne un petit peu, je trouverai donc un autre cercle osculateur, un autre rayon, une autre distance, racine d'air, et ainsi de suite. Vous voyez, je trace. Ce que je trouve dans le cas présent est une ellipse. Donc chaque fois que l'indicatrice de Dupin est une ellipse, on a une surface qui est une surface à courbe gaussienne positive. Et en particulier lorsque cette ellipse est un cas particulier parce que c'est un cercle, alors on dit que le point en question a la propriété d'être un ombilique de la surface courbe étudiée. Si l'indicatrice de Dupin est une hyperbole, comme c'est le cas présent, alors la surface qu'on étudie, en ces points dans lesquels on fait l'étude, a une courbe gaussienne négative. Donc ici, par exemple, nous avons un tore dans un point où sa courbe gaussienne est négative. Et nous voyons ici l'intersection entre les plans tangents au point en question et la surface. Cette intersection, dessinée ici, est représentée par l'indicatrice de Dupin. Je rappelle que cette courbe est obtenue en plaçant une distance par rapport à l'origine qui vaut racine de R, où R, donc un tout rayon sortant du centre, où R est le rayon de courbure du cercle osculateur qu'on trouve quand on coupe la ligne, quand on coupe la surface, pardon, selon cette ligne. Alors, lorsque on a une courbe comme une hyperbole, c'est-à-dire on a ici des points de passage qui sont éloignés à l'infini par rapport à l'origine, donc la courbe passe à l'infini par rapport à l'origine, ça signifie que le rayon de courbure du cercle osculateur correspondant est infini, c'est-à-dire qu'on a des droites sur la surface courbe. Donc une indicatrice de Dupin qui est une hyperbole indique qu'il existe deux lignes qui sont deux droites qui sont contenues sur la surface étudiée. Donc dans des structures, dans les surfaces à courbe gaussienne négative, ceci est une propriété qu'on trouve systématiquement. Une autre famille de définitions qui est intéressante de ces données
et sont les définitions relatives au dessin des courbes, des lignes courbes sur les surfaces courbes. Donc imaginez d'avoir une surface courbe qui est dessinée ici, c'est la même des exemples précédents, et de vouloir tracer une ligne qui est ici la ligne indiquée en jaune, qui se dessine sur la courbe en coupant la courbe par un plan ici qu'on indique par grand pi. On a un plan orthogonal qui contient la normale en ce point, donc qui est orthogonale au plan tangent à la courbe en ce point. Eh bien, on peut imaginer donc un angle qui est celui qui caractérise l'inclination du plan de la courbe jaune par rapport à ce plan pi qui est orthogonal au plan tangent, et on peut projeter la courbe jaune sur le plan vertical, donc sur les plans ici qui contient la normale et qui est donc celui-ci d'angle phi. Et on appelle courbure normale de la ligne la courbure de la ligne projetée sur ce plan vertical, et puis on peut projeter toujours la ligne jaune sur le plan tangent en ce point. On appelle courbure géodésique la courbure de la ligne projetée sur ce plan. Donc voilà, on a pour une courbe donnée sur la surface, on a deux projections. Une projection qui est la projection qu'on appelle normale, l'autre qui est la projection qu'on appelle géodésique. Et la courbure de la ligne dans l'espace c'est définie comme en fait par le biais de deux courbures qui sont obtenues sur les deux projections. Ces aspects-là sont des aspects constructifs qui peuvent être exploités et qui sont utiles lorsque on se retrouve à dessiner, à projeter de telles surfaces. Une autre méthode qui permet de retrouver de l'information sur les surfaces courbes est celui des cercles des morts. Alors nous allons prendre deux exemples. L'exemple d'une surface à courbure gaussienne positive dont on a en un point donné une courbure minimale kappa eta et une courbure minimale kappa xi, une courbure maximale kappa eta. Et une autre surface qui est une surface en forme de tore, moins localement, ayant deux courbures de signes opposés, kappa xi et kappa eta. Donc ici on a deux courbures de signes égales, donc ceci est une courbure gaussienne positive, le produit des deux courbures est positif. Ici nous avons deux courbures de signes opposés, donc courbure gaussienne négative, parce que le produit des deux courbures est négatif. Eh bien dans tous les cas, nous pouvons réaliser la construction suivante. On va partir dans l'exemple du cas à courbure gaussienne positive. Je peux dessiner sur un axe les courbures, et notamment, donc, puisque les deux sont positives, elles sont caractérisées, si on se donne une origine sur cet axe, elles sont caractérisées par une première courbure kappa eta qui est plus petite. Et oui, enfin, excusez-moi, en fait, kappa eta c'est la plus petite courbure, donc c'est celle du cercle le plus grand. Donc là, il y a une erreur de dessin. Et kappa xi est la courbure plus grande, donc celle du cercle le plus petit. Donc on a les deux courbures ici, et ces deux courbures sont les courbures qu'on a quand on découpe la surface, quand on se balade sur la surface, suivant ici les méridiens et les parallèles qui sont indiqués dans ces dessins. Si je me balade sur ces méridiens ou sur ces parallèles avec un angle, donc si je me balade suivant une direction x par rapport aux directions xi, donc ici xi, ce sont les directions des méridiens. Si je prends un angle x par rapport à ces directions, je peux trouver la ligne orthogonale à l'axe x qui s'appuie donc sur le point kappa xi. Cette ligne me permet d'identifier ici un point, et ces points caractérisent complètement la courbure de la surface lorsque on se trouve sur direction x. Notamment, il me donne donc la courbure kappa x, donc l'inverse du rayon du cercle osculateur qui est incliné comme l'axe x sur l'axe xi, et la torsion de la surface. Donc je connais, si je dessine sur la surface courbe qui est celle-ci, donc je connais les courbures principales, je dessine une courbe
qui est caractérisé localement par la direction x, je peux connaître immédiatement la valeur de la torsion et la valeur de la courbure de cette courbe en tout point par cette construction. Alors la construction se répète essentiellement identique lorsque on a affaire avec deux courbures opposées. Simplement, le cercle des morts, il est en ce moment à cheval de l'origine parce que donc on a une courbure négative et une courbure positive. En particulier, ce dessin est fait avec deux courbures qui sont des signes opposés et d'égale valeur absolue. Mais également, vous trouverez la torsion et la courbure sur n'importe quelle direction x, une fois qu'on s'est donné donc une inclinaison par rapport à une inclinaison par rapport à l'axe xi ou à l'axe θ de la courbe qu'on veut réaliser. Un dernier exemple intéressant, encore dans le cas d'une courbure gaussienne négative, est celle qu'on peut identifier des points sur lesquels la courbure est zéro, seulement de la torsion existe, ce sont donc des lignes sans courbure, donc des droites, sur lesquelles la torsion est max, donc ces directions qui sont des directions qu'on appelle aussi asymptotiques de la surface, donc on les obtient directement par cette construction géométrique, et donc en tout point de la surface indiquée, lorsqu'on connaît la courbure principale dans un sens et la courbure principale dans l'autre sens, ici, on peut immédiatement trouver la direction qui joint ici kappa xi avec le point de passage du cercle par l'axe kappa xi, kappa xy. Ce point-là représente représente les lignes de torsion maximale et les lignes sur lesquelles la courbure est nulle. Et se trouve donc, ces lignes se trouvent très facilement en tournant de 90 degrés. Donc quand on a trouvé ce segment, on tourne de 90 degrés, on trouve cette direction-là. Et également on trouve cette direction-là. Ces deux directions ont la propriété, quand on les trace sur cette courbe, d'être de droite. Donc de dessiner, d'identifier des droites entièrement contenues dans la courbe en question. Et voilà, ceci nous permet d'introduire le dernier chapitre de ces cours, de cette séance, qui est des lignes caractéristiques qu'on a sur la surface. Trois types de lignes caractéristiques que je veux vous montrer. Donc les droites génératrices et les lignes asymptotiques, on va regarder ensemble, les lignes principales de courbure et les lignes géodésiques. Donc on va commencer par les premières. Donc ces lignes sont caractérisées, ces trois familles de lignes sont caractérisées par certaines propriétés. Donc les droites génératrices, c'est notre premier point, donc qui sont les droites qu'on retrouve dans les surfaces réglées, ou sinon les lignes asymptotiques qui en sont en sorte dont les droites génératrices sont un cas particulier. Les lignes principales de courbure se trouvent sur toute surface et sont les lignes sur lesquelles la courbure donc est principale, et les lignes géodésiques se trouvent aussi sur toute surface, sont les lignes sur lesquelles, par rapport auxquelles en fait on retrouve un certain nombre de propriétés particulières. On peut simplifier en disant sur une ligne géodésique, la surface apparaît comme plate. Pour quelqu'un qui se déplace sur une ligne géodésique, la surface apparaît comme plate. Alors, commençons par les droites génératrices. Alors, on peut le définir. Les droites génératrices d'une surface réglée, on les a souvent sur cette surface, sont les droites qui permettent de construire la surface réglée. Et en fait, donc, toute surface réglée peut être vue comme le mouvement d'une droite suivant des conditions. Donc, on peut construire géométriquement et techniquement une surface réglée en faisant un ensemble, en joignant un ensemble de droites. Alors, les conditions de construction, il y en a de quatre types. Premier type, on prend deux surfaces distinctes, deux lignes distinctes, et on les joint point par point par des droites. Ça, c'est ce qu'on appelle une surface conique. Ici, par exemple, on a pris une ellipse et une autre ellipse, et on les a reliées par des droites. Ça, c'est une surface conique. Et en tout point de cette surface, on trouve donc une droite génératrice. On peut avoir l'un des deux points l'un des deux surfaces qui devient un point et ces points qui va à l'infini. On a alors
un cylindre, une surface cylindrique comme celle-ci, on peut avoir que les deux points qui permettent de faire balader la droite génératrice, plutôt que se retrouver sur deux droites distinctes, sur deux courbes distinctes, se trouvent sur la même courbe, voire carrément ils coïncident au même point matériel et donc sont au même point géométrique, pardon. Et donc les droites génératrices sont tangentes à la courbe, comme on le voit ici. Ça, c'est ce qu'on fait quand on construit des surfaces tangentales. Donc ça, c'est vu latéralement, ça, c'est vu du haut. Et puis finalement, on peut construire une surface réglée par droite génératrice en prenant une courbe dans un plan ou pas et en faisant balader sur cette courbe une droite qui est parallèle en tout point à la génératrice d'un cône donné. Ceci est ce qu'on appelle les surfaces d'égale pente. Donc je vous montrerai quelques exemples ensuite. On peut aussi parler des lignes asymptotiques d'une manière moins générale que dans les cas de, enfin, plutôt, disons que les droites génératrices sont des cas particuliers des lignes asymptotiques. Alors, une ligne asymptotique, par définition, est quelque chose qui est le plus proche que possible d'une droite sur une surface donnée. Donc, ce sont les lignes les moins courbes. C'est pour cela qu'en fait, quand on a une droite, elle est forcément une ligne asymptotique. Quand une droite est contenue dans une surface, elle représente forcément une ligne asymptotique de cette surface. Alors, il y a plusieurs manières de définir les lignes asymptotiques. Nous allons en prendre une seule, qui est la suivante. Ce sont les lignes tracées sur la surface qui sont tangentes à chaque point de la ligne à l'une des directions de courbure nulle. Donc, évidemment, pour qu'il existe des directions de courbure nulle, il faut que la surface soit une surface à courbure gaussienne non positive, c'est-à-dire courbure gaussienne négative ou nulle, et en particulier, donc cela correspond à une indicatrice de Dupin qui est une hyperbole et les lignes asymptotiques se projettent sur les plans sur lesquels on dessine l'indicatrice de Dupin, se projettent dans les asymptotes de cette indicatrice. Donc voilà des exemples de traçage des lignes asymptotiques qui sont aussi des droites génératrices pour l'hyperboloïde de révolution, donc la courbe qui est obtenue en faisant tourner une hyperbole autour d'un axe, autour de son axe. Et on voit ici, en fait, une famille de droites entièrement contenue de l'hyperbole. Donc cela permet de réaliser cette structure d'une manière très simple, parce qu'en fait, on la réalise avec des éléments droits. Et ici, c'est un maillage obtenu par deux familles de lignes asymptotiques croisées. Donc on peut réaliser en fait une forme courbe assez complexe en disposant simplement d'éléments droits. Ici, c'est un autre exemple de surface construite par ligne asymptotique. Il s'agit d'un tas de sable, enfin de ce qu'on appelle une surface d'égale pente, appuyée sur une ellipse. En fait, elle est caractérisée par la technique constructive suivante. On fait balader une droite sur l'ellipse de telle manière qu'elle est toujours parallèle à la génératrice d'un cône donné. Les cônes, enfin, en fonction de la tangente ici à la base. Et on peut voir que ces lignes, donc là, et la surface d'égale pente est interrompue sur la ligne des crêtes. Mais là, elle est prolongée et on trouve ce qu'on appelle des arêtes de rebroussement, c'est-à-dire des lignes sur lesquelles tous les tangentes viennent se retrouver, se regrouper. Ici, c'est encore un autre exemple de surface d'égale pente qui est réalisée sur une forme de base qui est un cardioïde. Alors, les lignes principales de courbure sont les lignes qui suivent à chaque point la direction principale de la courbure. Donc, par exemple, ici, sur un ellipsoïde, je vous invite à consulter Math Curve qui donne énormément d'exemples de surfaces et de lignes constructives sur les surfaces. Ici, vous avez un ensemble de lignes principales construites sur l'ellipsoïde. Alors, la caractéristique de ces réseaux est qu'ils se croisent toujours avec des angles de 90 degrés, ce qui rend éventuellement leur construction facile. Ici, c'est un autre exemple bien plus complexe
des lignes et des courbures sur une surface qui est en particulier une surface minimale périodique. Bon, ça, c'est pas une information très importante pour vous en ce moment, mais ça vous montre en fait comment la capacité d'identifier ces courbes qui sont en fait des objets mathématiques permet à la fois de visualiser la surface courbe, mais surtout de la réaliser constructivement. Dernière famille de lignes qu'on va regarder sont les lignes géodésiques. Dans les lignes géodésiques, on peut le définir de plusieurs manières aussi, comme les lignes asymptotiques. Une manière est celle de le définir en tant que parcours à torsion nulle, c'est-à-dire que c'est la ligne qu'on obtient quand on marche sur la courbe, sur la surface courbe, de telle manière que on a l'impression que la surface courbe soit en plein. Donc, par exemple, pratiquement, si vous avez une brouette à deux roues, cette brouette va forcément se balader. Donc, si, bien sûr, si vous ne la forcez pas à faire des choses bizarres, elle va forcément se balader de telle manière que les deux roues avancent à la même vitesse. Elle va donc tracer un parcours qui est un parcours localement plat et va donc nécessairement suivre une ligne géodésique. L'autre définition des lignes géodésiques est qu'elle correspond au parcours le plus court entre deux points, entre n'importe quel couple de points de la ligne en elle-même. Et donc, on l'obtient quand on a une ficelle, qu'on la tire sur la surface, on la tient tendue, donc on la minimise en longueur, on l'appuie sur la surface, et ceci dessine physiquement une ligne géodésique. De là, donc, des exemples de lignes géodésiques. Ici, c'est une famille de lignes géodésiques sur une surface de tore, sur un morceau de tore. Ici, c'est une autre famille de lignes géodésiques. Il y a 5 familles de lignes géodésiques qu'on peut tracer sur un tore. Ici, il y a encore une autre famille. Ici, c'est un maillage des lignes géodésiques réalisé sur une surface de tore. Ce maillage représente un optimum d'un point de vue de l'usage de la matière parce que un réseau de lignes géodésiques a d'une quelque manière un caractère minimal correspond donc à l'usage d'une quantité minimale de matière lorsque on l'utilise pour construire une surface. Pour faire un autre exemple de ligne géodésique, je vais prendre une surface particulière qui est l'antisphère. Alors la sphère, tout le monde la connaît. C'est une surface qui a partout courbure gaussienne égale à 1. Eh bien, l'antisphère, elle est définie comme la surface qui a partout courbure gaussienne égale moins 1. Donc évidemment, une surface antiglastique. Et elle a cette tête. Et sur l'antisphère, je peux dessiner des lignes géodésiques. Donc vous pouvez imaginer d'appuyer des fils sur ces lignes, de tirer pour qu'ils prennent la forme qui est la plus courte entre tout couple de points qui les joint. Et voilà donc des exemples de ces familles de lignes et comment on peut construire donc un maillage, une famille de lignes géodésiques qui va couvrir l'antisphère pour générer euh, un, un maillage. Alors cette famille, s'agissant d'une famille de lignes géodésiques, a la propriété que partout la surface est vue comme plate, ce qui signifie que si vous découpez des laits qui sont exactement obtenus en prenant la surface qui est entre les deux, eh bien vous pouvez les découper sur une feuille de papier, les disposer suivant les courbes qui sont là pour reconstruire la surface initiale, donc la surface ici de l'antisphère, par des bouts de papier, donc par des éléments qui sont développables, donc des techniques constructives relativement simples qui relèvent d'une connaissance assez évoluée, assez avancée de la surface, en tout cas suffisamment avancée pour savoir identifier une famille de lignes géodésiques et savoir en tirer les bonnes conséquences. Donc voilà notre maillage géodésique, par exemple, toujours sur l'antisphère. Et ceci est une surface réalisée en pierre de taille et c'est une surface qui dépasse les 8 mètres de portée, réalisée à Jericho il y a quelques années, en pierre de taille, donc c'est la surface qu'on appelle Stone Matters, et qui est réalisée par un réseau de lignes géodésiques sur une surface minimale. Pour conclure, je vous invite à consulter les deux sites suivants. Il s'agit en fait d'acquérir une certaine terminologie par rapport aux lignes
que je vous ai montré par rapport aux techniques de mesure d'observation sur les surfaces courbes dont je vous ai parlé. Bien sûr, c'est un travail qui ne peut que commencer par un cours de, de niveau école d'architecture, niveau licence, un travail qui ne peut que commencer à ce niveau-là et qui va continuer pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par ce type d'informations. Et donc, c'est pour cela que je vous invite à aller regarder soit sur sur les deux de ces sites, donc sur Matco, vous avez en fait pas mal d'images qui montrent géométriquement les propriétés mathématiques des surfaces. Et sur surfacedéveloppable.net, vous avez les cours de Jean-Marie Delarue, qui était professeur de morphologie à Marrakech avant moi, qui continue parfois à participer aux activités du laboratoire GSA à l'école. Ici, donc, ce site vous permet d'explorer pas mal de séances. Donc, il y a 13 séances. Elles sont exclusivement sur les surfaces développables. Pour chacune de ces séances, vous avez des vidéos. Et sur ces vidéos, vous avez en fait des ensembles de vidéos sur lesquelles vous avez des expérimentations constructives réalisées directement avec les surfaces courbes. L'une des façons de comprendre les particularités des supports développables, à partir d'une définition nécessaire et suffisante pour les caractériser, c'est de considérer qu'une surface développable est intégralement applicable sur un plan, sans pliure ni déchirure. Ce qui, bien entendu, n'est pas nécessairement le cas sur les autres domaines de courbure. Voilà, je vous invite à aller consulter cette source incroyable d'informations et de manipulations qui était réalisée par le professeur Jean-Marie Delarue à Malaquais et que est quelque chose d'absolument unique dans le panorama de l'architecture en France et aussi à l'étranger. Merci pour votre attention.